Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter les incontournables pour le mois de mars pour le niveau primaire. Comme vous voyez ici, j'ai un premier album qui s'appelle La Ville Grise. Pour les plus vieux, donc je vous dirais les 9 à 12 ans plus spécifiquement. Donc La Ville Grise, c'est le même auteur qui nous a donné les Edison, tous les beaux livres avec la petite souris qui éventuellement crée des inventions, c'est le même auteur. Donc, je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est vraiment très beau. Ça a un petit côté dystopique. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, totalitaire plutôt. Donc, on a une ville totalement grise, comme on le voit ici. Et dans cette ville-là, on comprend que les couleurs sont proscrites. Mais notre personnage principal porte du jaune, donc c'est son imperméable qu'elle aime beaucoup et qu'elle porte continuellement. Elle vient d'arriver en ville et on comprend qu'elle n'est pas forcément heureuse de son sort. Surtout que, bon sang, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là pour que, mon Dieu, tout soit gris? Mais on voit qu'il y a quand même des petites personnes, des fois, qui semblent vouloir reprendre un petit peu contact avec les couleurs. Il y a des gens qui semblent pas être d'accord. Notre jeune fille va aller à l'école et va se faire rapidement remarquer parce qu'elle utilisait les couleurs notamment pour faire son aquarelle. Donc, il y a quelque chose à aller travailler dedans. Et première chose qu'on sait, elle est envoyée dans l'ancienne salle de théâtre où on va lui expliquer quels sont les comportements qu'on attend d'une jeune fille, d'un enfant dans cette ville-là. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'un peu malaisant dans le décor. On voit qu'on dirait que les arts ont été bannis. Il y a toute l'idée du modèle, du rôle du citoyen à travers tout ça. Et il y a même un officiel qui va venir à la maison pour s'enquérir du comportement de Nina. C'est Nina, son nom, ouais. Mais Nina va rencontrer quelques personnages qu'on le voit ici, ne sont pas d'accord avec les éléments qu'on retrouve dans cette société-là. Donc des gens qui, la musique leur manque, les arts leur manquent et on les voit portent des couleurs de manière ostentatoire, mais cachées quand même. On voit que c'est vraiment circonscrit dans un petit univers. Et à un moment donné, en fait, notre jeune fille va aller dans une bibliothèque. Bibliothèque qui est d'ailleurs située dans un endroit, je vais vous montrer, c'est vraiment terrible parce que la bibliothèque, elle est ni plus ni moins cachée qu'en dessous d'un module de l'usine. Donc on le voit ici, le gros module de l'usine. Et dans cette bibliothèque-là, quand on y rentre, il n'y a pratiquement rien. La seule chose qu'on va voir dans le coin, c'est des livres dans lesquels il est écrit gris. Elle va faire des recherches sur les couleurs et à un moment donné, elle va se rendre compte qu'en fait, pour créer certaines nuances, notamment avec le cercle chromatique qu'on voit ici, on voit au centre que mélanger les trois couleurs permet de faire quelque chose qui ressemble beaucoup à du gris foncé. Donc, toutes les couleurs qu'on crée dans l'usine pour peinturer en gris, ben, il y a forcément des couleurs impliquées dans le processus. Donc, l'idée qu'elle va avoir, c'est d'aller à l'usine et saboter les machines avec son nouvel ami qui portait un chandail orange. Et ils vont, par le fait même, pouvoir permettre aux gens de réacheter des nuanciers de couleurs et donc de pouvoir en remettre dans la ville doucement. C'est sûr que, bon, on regarde l'histoire, on se dit, bah, ça a quand même été relativement facile, donc je vous l'accorde, c'est quand même pas le scénario le plus plausible, mais l'idée, elle est quand même très bonne à dire, des fois, il suffit pas de beaucoup pour changer les choses dans une société. On voit aussi que des fois, à travers la jeunesse, à travers le monde qu'ils regardent, peuvent apporter des nouveaux changements. Il y a aussi tout l'aspect, évidemment, des couleurs sur le moral. On voit les gens sont extrêmement ternes parce qu'il n'y a absolument rien de coloré autour d'eux. Il y a tout l'aspect de la censure, évidemment, qui est très, très visible. Les arts et la culture qui ont été proprement bannis. Donc, on retrouve le système totalitaire, mais relativement doux, dans la mesure où il n'y a pas vraiment à part l'officiel qui va passer à la maison, il n'y a rien de vraiment particulièrement dégoûtant ou terrible ou violent. C'est vraiment quand même relativement accessible. Mais il y a des belles questions à aller creuser là-dedans, il y a des belles choses à aller réfléchir. Donc, je vous invite à aller regarder ça, c'est vraiment très intéressant et en même temps, beaucoup plus accessible en format album que dans un long roman. Et on est capable d'aller chercher quand même les éléments les plus évocateurs d'un système totalitaire. Donc, La Ville Grise. Le suivant, plus léger, c'est Jamais trop tôt pour Arnaud. Donc, ce beau livre-là, très coloré et vraiment très humoristique, c'est à proprement parler l'histoire d'un garçon pour qui le pourquoi
est littéralement la phase qu'il a préférée. Donc, depuis qu'il est jeune, Arnaud tripe sur à peu près tout. Donc, il veut devenir spécialiste dans à peu près tout, astronome, agriculteur, scientifique, vraiment tous les métiers l'intéressent parce que tout l'intéresse en même temps. C'est vraiment notre personnage curieux de nature. Depuis qu'il est tout petit, ses parents sont obligés un petit peu de passer derrière lui et même qu'il va impliquer de temps en temps sa petite sœur. Dans ses aventures. Donc, il y a le chat aussi. Je vous invite à aller regarder le chat de plus près. Mon Dieu, pauvre minou. Il est toujours impliqué dans les aventures de ce personnage-là. C'est vraiment, vraiment drôle. Donc, vraiment trippant. Et en même temps, ça montre qu'il y a vraiment quelque chose dans le profil de personnalité. Il y a des enfants qui sont très naturellement curieux, qui veulent tout savoir et qui passent leur temps à dire qu'ils veulent faire toutes sortes de métiers. Et qui ont des questions absolument insatiables. Donc, ça vient un petit peu donner un profil de personnage qu'on voit pas assez et que même des fois, on a tendance à toujours placer dans le cadre un peu du petit tannant de service qu'on veut jamais écouter. Mais ici, il y a vraiment la tribune et je l'apprécie pour ça. Et en même temps, bon, ça, même à la fin, on le voit, c'est j'ai encore quelques questions. C'est comme, oui, mais c'est parce que là, l'album finit. Là. Fait qu'on va passer à autre chose, on va aller dormir. Donc, ça finit sur une petite note bien, bien drôle et avec le chat. Le chat qui est toujours bien drôle, juste ici. Donc, c'est jamais trop tôt pour Arnaud et j'ose croire que ce personnage-là va aller bien, bien loin dans la vie, sûrement devenir un grand, grand chercheur. On sait pas, mais voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le troisième album, c'est La Maison Druide qui nous a pondu ce bel album-ci, donc avec des acrostiches. C'est assez rare que j'en ai, donc je trouve que ça vaut la peine de vous en parler ici. Les personnages qui vont être présentés, ce sont des canailles de premier ordre, donc vraiment 13 personnages absolument épouvantables de toute nature, donc je vais vous les présenter. Rapidement, parce qu'il y en a quand même 13. Donc, la prémisse de l'histoire, c'est que notre narratrice, donc probablement notre autrice aussi, s'est retrouvée sur la rue un peu particulière et un peu cachée de Croque-Monsieur. Et elle va tomber sur 13 individus particuliers et elle le dit elle-même, elle se dit « Ouais, je suis pas sûre que j'ai envie d'être en leur présence, mais je vais quand même aller écouter ce qu'ils ont à me dire. » Et elle va, dans le fond, créer un livre à partir de ces rencontres-là. Donc, je vous présente un de mes personnages préférés qui est juste ici. Donc, ça, c'est Albert. Je le trouvais tellement cool. Il a l'air d'un musicien. Donc, lui, clairement, c'est le bruit et c'est un voleur de dentiers. Je trouvais que les deux ensemble, c'était tellement drôle. Donc, ce personnage-là, c'est ça, c'est l'abominable. Donc, il y a toujours un qualificatif qui va apparaître avant le prénom. Et c'est ce qualificatif-là qui va devenir l'acrostiche. Et vous avez quelques petits commentaires plus ou moins pertinents en dessous, là. Et vous avez toujours l'illustration qui va suivre. L'autre personnage que je voulais vous montrer, parce que je la trouvais vraiment, vraiment cool, elle aussi. Attendez, ça sera pas long. Juste là. Irma. Irma qui ressemble à une version un petit peu burlesque de Édouard aux mains d'argent, mais avec une jambe artificielle, une plus belle coupe de cheveux qu'il n'y a pas. Je la trouvais vraiment cool. Et on a aussi, je vais vous le montrer parce que ce personnage-là, elle a une jumelle juste à côté. Donc, Isabelle, qui est la scientifique, donc elle a créé des produits corrosifs pour faire toutes sortes de niaiseries. Donc, on comprend que les personnages, chacun d'eux a vraiment un petit côté complètement fou-braque. Ils ont manifestement peur de rien. Ils sont pas du monde non plus. Donc, j'aurais le goût de dire que ce sont des anti-héros ou un contre-héros, quelque chose qui vient vraiment à l'encontre totale de ce qu'on voit d'habitude. Donc, des très beaux anti-modèles, des choses à ne pas suivre. Et à la fin, d'ailleurs, l'autrice le répète, c'est ça, quand elle a terminé le livre, comme par hasard, il y a quelqu'un qui est venu à l'intérieur de sa maison kidnapper 13 de ses exemplaires. Donc, on figure que les personnages sont venus et ils ont même laissé des traces de leur passage. Donc, acrostiche, donc ça peut être amusant, c'est accrocheur, c'est drôle. Bon, il y en a un qui m'a remonté un petit peu l'estomac, c'était celui qui était dégoûtant justement, c'est quelque chose. Mais c'est drôle et en même temps, ça vient un petit peu dans la ligne des héros, des contre-héros qu'on a ces temps-ci avec les Mortels Adèle, notamment les héros qui font des Artemis Fowl aussi. Donc, pas des modèles, mais quelque chose qui nous fait quand même, qui nous rejoint parce que c'est souvent des bêtises qu'on va retrouver dans la plupart des romans jeunesse.
mais un petit peu poussé à l'extrême. Et de toute nature, il y en a vraiment que ça va être découpé, il y en a que ça va être larguer des bombes, il y en a que ça va être avec les odeurs, les choses qu'on mange. Donc vous avez un peu de sensoriel à travers tout ça aussi. Et je vais quand même le mentionner parce que je trouve toujours ça important. Vous avez aussi une belle diversité ethnique, il y a des personnages de toutes les couleurs et vous avez une diversité fonctionnelle et corporelle également, donc de toute forme et de toute locomotion également. Donc vraiment un bel album, je vous invite à aller voir ça. Donc ça clôt pour les albums. Je vais vous présenter maintenant les romans. Donc voici le premier, c'est un tout petit livre qui s'appelle « Mon père est un joupie » de la maison Station Jeunesse. Éventuellement, ils vont mettre la tome maison parce que c'est pas marqué, mais il y en a 5. C'est important pour l'histoire dans la mesure où chacun des membres de la famille va expliquer une partie de l'histoire ou du moins va apporter un angle différent sur l'histoire. Et le premier, il est tenu par le papa. En fait, non, excusez, par le personnage de 10 ans de la famille qui parle de son papa, plutôt. Mon père est un joupie. C'est l'histoire essentiellement de... mon Dieu, comment il s'appelle ce petit personnage-là? Je m'en rappelle pas. C'est pas grave, c'est pas important. Son papa se dit être un joupie, donc de la planète qui est cachée en arrière de Jupiter. On comprend aussi que c'est quelqu'un qui aime beaucoup créer des histoires et il vient d'un milieu essentiellement scientifique. Donc on comprend que le papa, c'est quelqu'un qui est astrophysicien, donc imaginez la NASA, imaginez des concepts scientifiques extrêmement poussés. Et pour survivre un peu à ce quotidien-là qui peut être rapidement lourd et profondément intellectuel, ça lui fait du bien à l'occasion de raconter des histoires et de faire aller son imagination. Évidemment, quand on est plus jeune, surtout que notre personnage il a 10 ans, il y a des choses qu'il prend légèrement pour acquis, d'autres non. Donc, elle est où la frontière entre l'imaginaire et le réel aussi? On peut se poser la question. Mais je trouvais ça mignon dans la mesure où on voit que c'est un papa qui prend beaucoup de temps avec ses enfants. C'est quelqu'un qui prend le temps de les faire rêver et de les faire cogiter. Parce qu'au final, la question qui est en arrière de ces histoires-là, c'est est-ce que ça se peut? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces histoires-là? Généralement, il y a une leçon, une morale, un axe, quelque chose d'intéressant à aller travailler derrière. Le format est quand même assez petit. J'avais remarqué, mais la maison Station T aime beaucoup faire ses chapitres avec une graduation, un petit peu comme ce qu'on retrouve dans les ascenseurs. Donc, on monte progressivement de chapitres. Ils sont nombreux, mais ils sont très courts. Donc, pour le rythme, ça peut quand même être intéressant pour des enfants qui ont besoin justement de passer rapidement d'une étape à l'autre. Et j'ai hâte de voir aussi, dans les tomes suivants, chacun des personnages va amener un élément. Mais quelle sorte d'élément? Parce qu'au final, à la fin, ça finit quand même de manière un peu tragique. Le papa décède dans des circonstances qu'on connaît pas. En fait, il est décédé à son milieu de travail. Mais est-ce que... Puis le personnage se demande, est-ce qu'il est retourné sur sa planète? Donc, la fin est pas tout à fait claire sur le sort du papa. Bon, l'adulte que je suis figure qui est probablement décédé pour de vrai. Mais compte tenu de la filiation imaginaire de l'histoire, est-ce qu'il y a une twist quelque part? Puis on ne sait pas encore. Le prochain va être sur le personnage, le chien de la famille. Ça, je le sais déjà, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est intéressant et en même temps, c'est très divertissant aussi. Le suivant, Maison Québec-Amérique, collection Petit Pousset. À chaque fois qu'on en a, pratiquement, c'est des coups de cœur. Tricoter du bonheur, c'est vraiment mignon. Donc, c'est l'histoire de Ahmed. Donc, déjà, j'adore que le nom soit arabe. C'est vraiment trippant. On commence à en avoir en littérature jeunesse. Il était à peu près temps. Ahmed, c'est quelqu'un qu'on va nous décrire comme étant plus manuel que physique. Dans le cadre de sa scolarité, on comprend qu'il y a également un jeune homme qui n'arrête pas de le niaiser parce que justement, il n'est pas très adroit en sport. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est rond. C'est sa silhouette. Mais ça a le rapport un peu avec la masculinité, en ce sens où pour ce personnage-là, être un gars, c'est d'être bon en sport. Et là, comme Ahmed n'est pas bon en sport, ben, on doute de son côté gars. Bon, ça c'est un petit peu le contexte, c'est pas écrit d'emblée, mais il fallait que je le précise. Parce que, dans le fond, notre personnage va commencer à tricoter avec sa grand-maman. Au début, il n'est pas certain parce qu'il ne veut pas se faire niaiser non plus par le garçon à l'école. Donc, il va commencer avec sa grand-maman et à un moment donné, il va se faire surprendre par le personnage aux cheveux blonds qui est sur la couverture, Flavie. Flavie, c'est la sœur du personnage qui n'arrête pas de niaiser Ahmed. Et sur le coup, il est convaincu qu'il a été grillé et bon, ça y est, elle va les raconter ça à son frère va raconter ça à tout le monde à l'école. Mais non.
Donc, Flavie, elle va plutôt voir que, hey, c'est cool, Ahmed, il sait tricoter, ça tombe bien, j'ai un projet, je voudrais tricoter des foulards pour en donner à des personnes qui sont moins nantis. Donc, elle, au contraire, elle va voir le côté fun, le côté pratique de la chose, et finalement, elle va s'impliquer dans un projet avec Gita, qui est la jeune sœur ici de Ahmed. Donc, tous les trois vont former un petit club de tricot pour faire des foulards pour les personnes moins nanties. Ça va rester plus ou moins leur petit secret. Jusqu'à la fin de l'histoire où la grand-maman va faire valoir à Ahmed que, ben, tu sais, un jour, il faudrait au moins que tu le dises dans la mesure où, ben, cache-toi-en pas. Et Ahmed va dire, ben, en fait, si, ils vont le savoir, et en plus, c'est moi qui vais le dire. Donc, on va le voir à l'école, présenter en exposé oral son projet. Donc, je ne sais pas si je peux vous retrouver la petite page où, ah oui, voilà. Donc, Ahmed est en train de présenter à l'école. Évidemment, le garçon en question va faire un commentaire sexiste. Mais les autres vont réagir différemment en disant, ben, chut, tais-toi donc, là, c'est tellement intéressant ce qu'il raconte. Donc, il y a ça aussi, c'est pas parce qu'il y a un personnage qui est particulièrement, disons qu'il y a des composantes de genre un petit peu erronées, que tout le monde en a. Donc, il y a aussi des gens qui sont capables de voir que ben c'est un hobby avant tout, tricoter, ça n'a aucun rapport avec le genre. Et en même temps, ben c'est beau de voir qu'on a des garçons qui sont habiles de leurs doigts, parce que forcément, il y en a. C'est pas tous des sportifs. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ça a traité un sujet de genre qui est quand même, peut-être qui peut vous sembler banal, mais qui reste quand même encore aujourd'hui quelque chose à traiter. Et en même temps, ben bravo pour la diversité. On a un personnage à la peau foncée, tout rondelet, qui mange hyper santé. Fait que ça, on vient vraiment défaire toutes sortes de stéréotypes et ça me plaît toujours. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est un très beau livre, c'est bien écrit, les illustrations sont jolies. Et en même temps, ben, écrit relativement gros, donc évidemment adapté pour nos petits minous de 2e et 3e année à peu près. Le suivant. Là, j'embarque dans le thème de la guerre. J'en ai 2 à vous présenter. Je trouve que c'est pertinent qu'on l'aborde parce qu'on a plusieurs guerres actuellement dans le monde. Donc, ça va comme suit. L'Hôtel de la Paix de la maison École des loisirs. Oui. On est dans un hôtel qui s'appelle effectivement l'Hôtel de la Paix dans un pays qu'on ne nomme pas. Ça pourrait être pratiquement n'importe où, on ne le sait pas. Et tant mieux, parce que justement, ça porte pas à association. Donc, on a le jeune personnage qui est ici. Son père, c'est un aubergiste. Il a décidé d'ouvrir un hôtel qui est ouvert à tous, dans lequel on va parler plusieurs langues. Et il est très fier de ça. Un jour, malheureusement, la guerre va arriver et à cause de cette guerre-là, la nature de l'hôtel va complètement changer. On va se retrouver avec davantage de journalistes que de clients. Donc, ça vient un petit peu changer la dynamique et c'est ça qui est intéressant. On est d'un point de vue que j'avais jamais vu. Souvent, on est soit sur le terrain avec les soldats, soit on est à l'extérieur du pays. Là, on est un peu à la frontière des deux. On n'est ni trop près de la guerre, ni ailleurs. On est vraiment à l'intérieur de l'hôtel et les choses se déroulent autour. On comprend qu'il y a des guérillas, il y a des factions qui sont contre les uns les autres, il y a des kidnappings également, et d'ailleurs, le papa de notre personnage se fait kidnapper lui-même pour des motifs assez obscurs. Il y a également la jeune fille qui se retrouve ici, son petit nom, ah mon Dieu, son petit nom, je m'en rappelle pas. Cette jeune fille-là, dans le fond, elle vient avec son père, ce sont des déplacés de guerre, donc on comprend que leur bâtiment a été détruit, donc ils viennent vivre à l'intérieur de l'hôtel pour avoir au moins un toit et avoir de quoi se nourrir. Le papa de cette jeune fille-là, il va devenir traducteur pour les journalistes, qui devient un peu un incontournable, donc on est vraiment dans une dynamique d'entraide. Je trouvais que c'est un beau message à apporter dans un contexte de guerre. Et également, ce qui est particulièrement notable aussi, c'est qu'on a un personnage qui va arriver éventuellement, qui est un enfant soldat. Donc, il a à peu près 13 ans. C'est un personnage, je vais vous montrer, personnage qui a les cheveux roux, juste ici. Donc, il y a quelque chose de quand même percutant quand on voit des images comme ça. On se dit, mon Dieu, il est tout jeune. Ce personnage-là, dans le fond, on comprend qu'il a été probablement intimidé. C'est un peu le background que notre personnage principal va nous expliquer. Quelqu'un qui faisait du tennis, mais qui se faisait niaiser, qui avait perdu ses parents. Donc, on comprend que cet enfant soldat-là, son vécu, il n'est pas simple. Et probablement qu'il est dans la faction parce qu'il a un gain de reconnaissance. Mais à quel point est-ce que c'est viable dans le temps? Ça, c'est un peu la question que notre personnage principal va lui adresser parce que oui, il va aller le chercher. Parce que le groupe qui est allé kidnapper son père, c'est le sien. Donc, la logique du personnage, c'est de dire, ben, entre enfants, on va être capable de davantage se parler parce que visiblement, les adultes sont incapables de le faire et parce qu'il veut récupérer son papa. Et finalement, ça va se solder par la libération et aussi la transaction, dans la mesure où le personnage, le garçon qui est un enfant soldat,
on va lui offrir ni plus ni moins que de venir travailler à l'hôtel, et parce que c'est pas viable de vivre dans une faction militaire armée. Après la guerre, qu'est-ce qui va arriver? Tu risques de te faire tuer, tu risques de te faire juger. C'est sûr que, bon, encore une fois, l'adulte que je suis va relativiser. C'est sûr que c'est extrêmement facile comme scénario. On n'imagine pas que ça peut arriver dans la vraie vie. Mais j'aime bien l'approche dans la mesure où c'est beaucoup moins confrontant pour un lectorat plus jeune. On reste quand même dans la littérature intermédiaire. Et ça apporte toutes sortes d'angles qu'on voit très peu. Les enfants soldats, on n'en parle pas tant que ça. L'éclairage aussi du changement de dynamique à l'intérieur de la ville, les contraintes qui sont apportées par la guerre, le fait que des gens continuent de vivre dans le même pays malgré la guerre également. Donc, il y a vraiment plein de choses à aller voir dedans. Ça se lit très, très bien. Les dessins sont très, très doux également. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est quand même très intéressant. Le livre avec lequel je voulais faire un parallèle, je vais porter celui-là, c'est celui-ci. Donc, Semer des soleils de courte échelle. Donc, vous allez voir, c'est une sorte d'hybride. Il n'est pas tout à fait roman, il n'est pas tout à fait poésie, ni tout à fait album. C'est un peu les trois. Ce livre-là, qui fait un petit peu... c'est le même type de format qu'on a retrouvé avec Enterrer la lune. Donc, Semer des soleils parle de guerre. Mais il va parler du point de vue d'un personnage qui est loin de cette guerre-là. Donc, on a Théo, qui est probablement un Québécois. Et lui, il va nous dire « Ma vie a changé le jour où j'ai réalisé qu'il y avait la guerre. Et je comprends pas comment le monde autour de moi peut continuer à tourner alors qu'il y a des choses si horribles qui se passent loin de moi. » Donc, Théo, progressivement, va expérimenter toutes sortes d'émotions qui sont loin d'être agréables. Il se heurte continuellement à des adultes qui ne veulent pas répondre à ses questions. Il y a également toute la notion de « je ne sais pas quoi faire pour que ça arrête, cette guerre-là », alors que c'est une absurdité sans nom. Donc, il y a quelque chose à aller adresser sur la psychologie. Donc, et c'est quelque chose sur lequel on devrait davantage parler parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui le vivent actuellement, notamment avec la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, c'est de la guerre en Ukraine qu'il est question. L'idée que nos enfants sont pas nounous, ils les voient les images, il y a quand même un degré d'interprétation là-dedans. Et oui, il y a un degré d'absurdité. Donc, l'idée, c'est vraiment de porter une écoute attentive à nos jeunes, d'adresser les émotions sur lesquelles ils sont, l'impuissance, le sentiment d'injustice, la peur, l'angoisse, et également la mise en action. Parce qu'au final, les émotions, on peut les internaliser et on peut les externaliser. Ce qui est intéressant, c'est que Théo va faire les deux. Donc, dans un premier temps, beaucoup les internaliser, ça finit par virer en cauchemar et en angoisse perpétuelle. Et à un moment donné, quand sa colère finit par monter, notamment quand ses amis jouent à la guerre, ça finit par sortir sous forme d'insultes et de coups portés sur une poubelle. Là, on est dans un comportement externalisé. Éventuellement, ce qui va être intéressant aussi, c'est de dire, dans une mise en action, donc de s'approprier le pouvoir d'agir, donc de s'approprier la problématique, ça permet de les externaliser de manière saine. Et c'est tout ça là, que je trouvais qui était intéressant dans ce livre-là. Donc Théo, éventuellement, il va faire effectivement pousser des tournesols, comme c'est le cas sur la couverture. Il va peinturer aussi toutes les villes de l'Ukraine qui ont été bombardées, il va les placer près de ces tournesols. Et éventuellement, ils vont même faire pas une fondation, une levée de fonds, en vendant des pierogies, qui sont un petit mets traditionnel vraiment très très bon. Je vous invite à aller voir les recettes, c'est vraiment très bon à manger. Avec Lena, et Lena c'est une Ukrainienne qui est sa voisine. Donc, il y a toute l'idée de la solidarité, il y a toute l'idée de verbaliser les émotions. Il y a évidemment le côté où on peut avoir un degré de contrôle, mais pas tout le temps. Donc, c'est complexe, la guerre, c'est un gros sujet, mais faire comme si ça n'existait pas ou ne pas répondre aux questions ne va pas du tout changer la problématique, au contraire, elle va le renforcer. Je trouve que le message est vraiment bien, il est adroit, il est très positif aussi quand on regarde où est-ce qu'on nous amène avec tout ça. Et au final, il n'y a pas de petites actions, chaque action est importante et surtout, chaque prise de conscience est importante et nos jeunes en font partie, donc c'est important de regarder tout ça. Le suivant. Bon, je suis dans les sujets un peu difficiles ce mois-ci, mais c'est parce que c'est des bons sujets quand même. Donc, on ne dit pas Sayonara est le 4e gagnant du prix Gallimard pour les premiers auteurs de la jeunesse. Donc, on l'imagine, ça va parler de Japon. Donc, on a une jeune fille dont le papa est un réparateur de piano, sa mère, elle est pianiste. Donc, les deux personnages vont finir par déménager en France et avoir une jeune fille, donc notre jeune fille qui est juste ici, qui s'appelle Élise. Oui, bon, j'ai le nom cette fois-ci. Elle va décéder, donc on va être dans une thématique de deuil, c'est certain. Dans l'histoire, on va nous expliquer que le papa, sa réaction,
c'est une réaction de colère. Donc, c'est vraiment de la confrontation. Il va laisser mourir le sakura qui est en train de pousser dans la cour. Il va enterrer les partitions sous le sakura, justement, interdire le piano et interdire le japonais, parce que c'est une langue qui se parlait dans le domicile. Notre jeune fille va essayer au mieux qu'elle peut de survivre un peu à tout ça parce que son père, on dirait qu'il est devenu un peu étranger, comme s'il avait une grosse carapace autour de lui, une espèce d'armure avec laquelle elle a de la misère à interagir. Son père fait même des tartes aux oignons pour qu'il puisse pleurer, pour avoir une excuse de pleurer. On voit que l'adulte dans cette histoire-là, il a des gros enjeux de deuil et il n'est pas capable de les externaliser, donc il a tout rentré en dedans de lui. Et il y a très probablement un début de dépression quelque part là-dedans. Donc, le problème, c'est que sa fille, ça demeure quand même une partie de sa culture, tout ce qui vient du Japon, et c'est extrêmement confrontant pour elle de ne pas y avoir le droit. C'est un peu comme si on y avait enlevé sa mère une deuxième fois. Donc, il y a toute l'idée aussi de la préservation des souvenirs de nos défunts. Il y a toute l'idée d'être confronté à leur décès et de vivre ce qui vient avec. Donc, clairement, on a un papa qui veut rien vivre, donc il va tout enterrer, mais malheureusement, en ce faisant, il fait la même chose auprès de sa fille. Donc, Élise, elle va trouver le moyen, notamment, de canaliser tout ça en faisant des casse-têtes. Donc, c'était devenu un petit peu son mode compensatoire. Et le jour où tout va changer, c'est le jour où sa grand-maman va arriver du Japon. Ça fait 4 ans qu'elle n'a pas eu de nouvelles. Elle est extrêmement fâchée par la réaction du papa. Et là, elle va brasser les choses. On va réouvrir la salle avec le piano. On va recommencer à parler japonais. Forcément, c'est la seule langue qu'elle parle. Donc, il y a vraiment aussi l'idée qu'un membre de famille peut aussi devenir un facteur de protection et un facteur de résilience dans un contexte de deuil. Bon, là, évidemment, je vous sers un paquet de gros mots. L'idée, c'est vraiment qu'il y a des gens qui peuvent nous tirer vers le haut, comme il y en a qui nous tirent vers le bas, mais dans ce cas-ci, je crois qu'elle tire vraiment vers le haut. Et pour une fois aussi, elle est à l'écoute de sa petite fille, chose que le papa a beaucoup de difficulté à faire. C'est pas qu'il veut pas, c'est juste que clairement, il n'est pas dans le bon état d'esprit pour ça. Donc, c'est un sujet qui peut paraître en apparence lourd, mais en même temps, c'est des beaux livres pour développer l'empathie, c'est des beaux livres pour se projeter dans d'autres quotidiens que le nôtre. Il y a tout l'aspect de la culture également qui est présent. Donc, je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment très, très beau. Le prochain, on change de registre, je vous amène en épouvante, donc le Claquetis, qui est ici, livre américain. Je m'attendais pas à ce que ce soit si bon, honnêtement, c'est vraiment un super bon livre. Donc on a une jeune fille qui s'appelle, oh mon Dieu, son nom, Evie, ah oui c'est vrai. Donc Evie, qui est la jeune fille juste ici, elle vit dans le 7e village le plus hanté des États-Unis, donc on comprend que les fantômes, c'est bien normal dans ce village-là, personne n'est vraiment particulièrement inquiet. Là où ça devient particulier, c'est qu'on a un autre personnage, je vous le montre, qui est juste à l'arrière de la couverture, c'est le personnage qui est là, c'est le Claquetis. C'est une espèce de bâtiment qui parle au nous, qui a l'air d'être un amalgame d'entités, mais en tout cas, c'est pas toujours clair, mais c'est vraiment particulier, il est borgne, donc il y a toujours une ligne sur le côté de l'œil pour son œil qui est crevé. Et cette entité-là, en fait, on comprend qu'on peut rentrer dedans parce que c'est un bâtiment, c'est une espèce de grange qui est toujours immaculée, il n'y a rien qui pousse autour. La tante de Evie, parce qu'elle a perdu ses parents, elle aussi, hein, on aime ça les orphelins. Et d'ailleurs, je note au passage, mais elle a une superbe relation avec sa tante. J'étais vraiment très heureuse de les voir ces deux-là. C'est vraiment, quand on parle de solidarité féminine, c'est vraiment ça. Elles l'ont très très bien. D'ailleurs, les femmes ont des rôles superbes dans ce livre-là. Je suis vraiment très très heureuse de les avoir lus. Cette jeune fille-là va vouloir aller sauver sa tante qui est rentrée à l'intérieur du Claquetis, à toute fin pratique. Parce qu'il y avait des oiseaux qui étaient peinturés sur le mur du fond. C'était un peu anormal parce qu'il n'était pas là, hier. Donc, il y a quelque chose de bizarre avec ce bâtiment-là. Et sur le coup, on nous explique que ça peut être un lien avec un certain psychopathe qui a assassiné 17 personnes dans ce village-là il y a très longtemps. Donc, est-ce qu'on a affaire à ce psychopathe-là ou on a affaire au Claquetis? C'était pas toujours clair au début, mais en fait, on va se rendre compte que c'est deux entités distinctes. D'ailleurs, le Claquetis le dit lui-même. J'aimerais que tu aies récupéré ta tante qui est coincée dans une espèce de monde parallèle qui est à l'intérieur de lui et que tu me ramènes l'homme veau vache cochon, c'est littéralement son nom, qui est le psychopathe en question. Quand elle va mettre les pieds dans cet univers-là, le ciel est mauve, le soleil est noir, le blé est vraiment très foncé et on va se rendre compte qu'il y a 7 maisons. Et ces 7 maisons-là sont vraiment particulières, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, très original. Il y a chacune d'elles qui va être
une épreuve différente pour notre personnage. D'ailleurs, la charge émotive, elle est très bien faite. Il y a beaucoup de rigueur sur la psychologie. On sent qu'elle est angoissée. Il y a du dépassement de soi. Il y a beaucoup de volonté, beaucoup d'angoisse. Surtout la crainte de perdre sa tante, puisque c'est la seule famille qui lui reste. Et ça me fait penser un peu aux univers de Tim Burton, un peu celui de Coraline, un petit peu ceux aussi de Édouard aux mains d'argent. Il y a toute la notion de méchanceté, c'est quoi, de support, c'est vraiment spécial, mais c'est vraiment bien fait. Vraiment, c'est un de mes romans d'horreur préférés à ce jour en littérature intermédiaire. Fait que je vous invite à aller voir ça. C'est le premier tome, fait que je m'attends à ce qu'il y en ait d'autres également. Donc, allez voir. Et le dernier, je vous laisse dans le registre horreur toujours, c'est Capharnaüm de la maison Fids. Au début, j'étais sûre qu'on allait nous parler du trouble obsessionnel compulsif de type amanceur, mais on n'est pas très loin, mais c'est pas ça. Donc, c'est une maison dans laquelle on a une jeune fille qui vit avec sa mère. Sa mère, elle est claquemurée quelque part dans le coin de la maison. Elle fait de la couture et elle ne sort jamais. La seule chose qui sort de cet atelier-là, c'est une pièce de tissu à tous les jours. Je sais pas comment elle fait pour en faire une à tous les jours, mais c'est la routine. Donc, on comprend que notre personnage principal, son petit nom, Anne. Oui. Anne, elle est extrêmement seule. Donc, j'ai envie de dire que c'est un beau code DPJ. C'est pas normal qu'elle soit tout le temps toute seule, cette petite fille-là. Depuis des mois, elle est en interaction avec absolument personne. Elle mange ce qu'on veut bien lui donner dans la cuisine. Et c'est spécial. Ce qui est surtout spécial, c'est sa maison. Sa maison, c'est une maison ogre. Donc, elle doit trouver des objets pour nourrir cette maison-là. Et le pire, c'est qu'elle les mange même pas au complet. Elle prend une bouchée et elle les recrache. Et c'est ça le bazar qu'on voit sur la couverture. Et en plus, juste pour compliquer la chose, Anne n'a pas le droit de bouger ces objets-là. Donc, c'est vraiment un gros bazar dégoûtant à l'intérieur de la maison. C'est impossible de vivre là-dedans. Jusqu'au jour où elle va rencontrer une jeune fille, sa voisine, dont, oui, Marguerite. Marguerite, elle vit juste à côté, et ce personnage-là aussi, elle est particulière à sa façon, elle est extrêmement anxieuse. J'ai le goût de dire qu'elle a un trouble anxieux parce qu'à ce point-là, ça a juste plus de sens. Elle a souvent des passes où elle a des très grosses angoisses sur des choses totalement hors contexte. Mais c'est ce qui va faire en sorte que le duo s'équilibre bien. On a Anne d'une part qui vit dans le présent continu parce qu'elle ne peut pas passer à l'avenir. Il y a sa maison qui lui demande toute son attention. Et d'autre part, on a Marguerite qui, elle est toujours dans l'anticipation. Donc, une avec l'autre, ça fonctionne assez bien. Mais on comprend aussi que l'amitié, c'est compliqué pour les deux filles. Une parce qu'elle n'est jamais en interaction et l'autre parce qu'elle est tout le temps rejetée. Mais elles vont trouver un oiseau, un héron, qui est laissé pour mort ou presque sur une berge. Donc, cet oiseau-là, il est à l'agonie, il a une aile de brisée. Et les deux filles vont prendre le pari de le sauver. Donc, elles vont l'amener à l'intérieur de la maison pour en prendre soin. Mais là, on a affaire à une maison qui mange des choses. Donc, je vous laisse là-dessus. Vous irez le lire. Mais c'est quand même bien fait. J'avais jamais vu ce type de personnage-là avant. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et en même temps, il y a plein de choses qui sont des sources d'angoisse. La maison, est-ce qu'elle est vraiment comme ça ou est-ce que c'est la jeune fille qui est en train d'imaginer tout ça? La maman, est-ce qu'elle est vraiment là aussi? À un moment donné, j'en doutais sérieusement. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? C'est vraiment particulier. C'est ça, finalement, qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. Et surtout, est-ce que le héron va survivre? Qu'est-ce qui va se passer avec cet oiseau-là également? Donc, c'était mon dernier. C'était tout pour les incontournables pour le mois de mars pour le niveau primaire. Donc, je vous invite à venir nous voir le mois prochain et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour, je m'appelle Jacinthe, je suis libraire chez Monet et je vous présente aujourd'hui mes incontournables en fiction pour le primaire pour le mois de mars. Je commence avec Martin l'aventurier en pyjama. C'est un livre que je présente dans 2 capsules ce mois-ci, donc dans la fiction présco et fiction primaire, parce qu'il est comme un peu à cheval entre les 2 catégories. Donc, je veux m'assurer que le maximum de gens le voient parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc, Martin l'aventurier en pyjama, c'est un livre d'André Bouchard publié chez Seuil. Et c'est vraiment un album, je dirais, en hommage à l'imagination des enfants, au jeu, à la créativité. Donc, Martin, c'est un petit garçon qui, du haut de son appartement, là, on le voit ici, nous fait entrer directement dans sa tête dès le début. Donc, on ne nous présente pas son quotidien comme étant son quotidien, mais bien comme étant
son imaginaire. On a ici le repère de Martin où il dort dans une grotte avec un terrible ours. On comprend que c'est sa chambre et qu'il est avec son toutou. Et on va le suivre comme ça tout au long de l'histoire. Donc, il dort, il tombe en bas de son lit, il dit qu'il dort à la belle étoile. Il se cache derrière un divan, il dit qu'il ne sait pas se faire attraper par des serpents. Ici, on le voit jouer à ce qu'on appelle communément le sol et de la lave. Donc, c'est vraiment mignon. On voit aussi ses frères et sœurs qui sont ados, qui n'embarquent pas du tout dans ces jeux, puis qui lui, il décrit comme étant des gens complètement inutiles. Donc, c'est vraiment mignon. Ici, on a une petite théière qui chauffe sur la table et on a notre Martin qui va dire qu'il faut absolument faire attention à cette bestiole qu'on surnomme Théo Jasmin. Moi, j'étais vendue le jeu de mots, je trouve ça hilarant. Et donc, on va le suivre là, un petit peu dans le déroulement d'une journée, si on veut. Et on va le suivre donc dans sa chambre, dans son bain, où il est en terrible danger. On est vraiment dans son imaginaire, au parc. Donc vraiment, on le suit tout le long de ses aventures. Et on va voir à la fin, en fait, que finalement, Martin a quand même une certaine vulnérabilité, même s'il est super fort, super courageux, parce qu'il y a une créature à laquelle il ne peut pas résister finalement. Et c'est sa maman qui lui fait des bisous. Donc, c'est une histoire très simple, mais c'est bien fait, c'est drôle, c'est super mignon. Donc, ça donne envie un petit peu de passer du temps aussi avec les enfants, puis d'utiliser notre imagination, nous aussi, en tant qu'adultes. Donc, vraiment, super chouette. Je poursuis avec Égalus, le petit hérisson et la grande forêt. Ça a été publié chez Albin Michel Jeunesse et écrit par Marie Stolman. Je dis probablement très mal son nom. Et donc, c'est un peu fait comme une fable. Donc, on parle de la grande agitation chez les animaux. Vous voyez, dans le fond, c'est une fable un peu écologique, mais qui ne suit pas du tout les couleurs habituelles qu'on trouve dans ce genre de livre-là. Donc, on mélange les médiums, il y a de la photo, il y a du dessin et surtout, les couleurs sont complètement différentes de ce qu'on voit habituellement. Je trouve que c'est un plus, c'est vraiment intéressant, ça attire l'attention. Donc, on a Égalus qui raconte on a en fait un porc-épée qui raconte la légende de Égalus, qu'on devine peut-être être lui plus tôt là, dans sa vie. C'est pas spécifié, mais ça donne un peu cette impression. Qui parle donc de la période de la grande agitation, c'est-à-dire le moment où tous les animaux étaient trop pressés, trop occupés pour porter attention autour d'eux. Et on a notre porc-épée, notre hérisson en fait, qui décide, lui, de prendre son temps pour ramasser les déchets qu'il trouve dans la forêt. Et donc, évidemment, au départ, les autres animaux ne sont pas intéressés à s'impliquer parce qu'ils sont dans leur quotidien, dans leur vie toujours occupée. Et éventuellement, les animaux vont voir s'épuiser à force de tout faire tout seul. Donc, vont vouloir prendre le relais pour lui donner une petite pause. Donc, on va avoir toute la question d'entraide de chacun doit faire son petit bout pour que ça fasse effet. Et donc, on va parler du retour des couleurs dans la forêt et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que les illustrations suivent pas exactement ce qu'on voit, en fait, pas du tout ce qu'on voit dans une forêt habituellement, mais c'est ça qui donne, je pense, un petit peu qui rehausse le livre, qui donne un petit punch, un côté émerveillement, donc super belle fable pour enfants sous forme d'album, finalement. J'ai ici La formidable fête du fourmilichien. C'est une histoire inspirée des animaux fabuleux d'Isaac Grunwald. Pas mal sûr que ça aussi, je massacre le nom. Donc, ça a été publié chez Cambourakis. C'est une de mes maisons d'édition préférées. J'aime tout ce qu'ils font, ou presque. Et donc, dans ce livre ici, on retrouve des personnages qui ont été créés par un peintre suédois. Donc, qui faisait des trucs complètement déjantés, un peu sortis de l'imaginaire, des couleurs un peu folles.
Et on nous présente l'histoire comme si les créatures de ces tableaux se ramassaient de nos jours sur des tablettes dans un entrepôt à ne rien faire. Et il y en a un qui se dit, ben on peut pas juste rester ici à rien faire, faisons une fête. Donc, le fourmilier-chien qui ressemble donc à un fourmilier et un chien mélangés, ça donne un peu une espèce de bête qui ressemble à une hyène, un sanglier, on sait pas trop. Et il va se mettre en tête de réunir tous les personnages créés par l'artiste. Il va retourner sur les lieux de création de l'artiste. Donc, c'est une belle histoire, c'est assez long, mais on va le voir vraiment plonger dans les œuvres d'art donc de ce peintre-là qui, nous, on connaît peut-être moins ici, mais semble avoir une très grande réputation, donc en Europe, du moins en Suède. Les histoires, pas l'histoire, mais les illustrations sont vraiment magnifiques. L'histoire est douce, est belle. Il y a plein de petits rebondissements, c'est coloré. Donc, vraiment à découvrir. Et à la fin, on a un portrait donc, de l'artiste, là, une petite biographie qui nous présente ce qu'il faisait, qui était assez avant-gardiste pour son époque. Il est né à la fin des années 1800, là, donc c'était quand même, ça sortait de l'ordinaire. Vraiment un super beau livre. Bon, c'est une belle façon peut-être d'initier aussi les plus grands à des œuvres plus précises ou des courants ou un petit peu tout ça. Il y a le côté imagination aussi où on sort vraiment des personnages d'un tableau. Donc j'ai vraiment petit faible pour ce livre. Et le dernier d'Olivier Dupin que j'aime beaucoup, qui est un grand maître du conte réinventé. Donc, illustré par Michael Roux, ça s'appelle Sally Chopper, c'est chez Frémousse que ça a été publié et c'est une réécriture super drôle du Petit Chaperon Rouge. Et là, il faut vraiment embarquer là-dedans parce qu'il y a à peu près rien qui suit l'histoire normale si ce n'est que le schéma un peu, là. Donc, Sally Chopper, c'est une jeune fille qui fait de la moto sur la route 66 aux États-Unis. Ça mélange un peu avec un western, c'est fabuleux. Et donc, elle décide d'aller dans un bar où elle va croiser des motards qui se moquent d'elle. Elle n'a aucune vulnérabilité avec ces motards-là, un gros caractère. Elle réussit un peu à leur faire, disons, fermer la trappe à coup de répartie. C'est super drôle. Et elle va nous dire qu'elle s'en va chez sa mémé Louisa en Californie pour lui apporter des beignets. Donc, on a la référence là, à la fameuse crêpe, la galette, finalement dans un panier. Et ici, on a vraiment le méchant du livre, qui est un loup, évidemment, mais un loup motard. On nous présente sa fiche de personnage aussi, là. Donc, on va nous présenter John Wolfe, le méchant loup, qui va suivre la jeune fille, essayer de la piéger en se dépêchant d'aller chez sa grand-mère. Et puis là, on va resuivre un petit peu l'histoire de base du Petit Chaperon Rouge, mais dans un contexte complètement différent. Donc, plutôt que la forêt, on est dans le désert. La petite fille, plutôt qu'elle est à pied, donc elle est toute délicate, c'est une espèce de caïd, pas caïd, mais en tout cas, elle a comme définitivement l'énergie de quelqu'un qui en a dedans. Donc, ne se laissera pas avoir par le loup déguisé en grand-mère avec une espèce de sombrero. Le ridicule du livre rend la chose encore plus drôle, encore plus intéressante. Et évidemment, Sally Chopper, c'est pas une méchante, là, donc elle va assommer le loup, mais sa punition va être une grande humiliation. Donc, elle va redécorer son manteau de cuir, ce qui va le faire, le rendre moins peurant peut-être aux yeux des autres. Donc, super réécriture. Olivier Dupin me fait beaucoup rire. Tous les clichés de l'Arizona, du désert, des cactus, les sombreros, tout ça, c'est fait avec un espèce de 2e, 3e, 4e degré, je pense. Là.
Vraiment drôle, super intéressant à exploiter avec les enfants, surtout quand on parle de contes réinventés, c'est une belle façon de le voir. Donc voilà, c'était le dernier livre pour ma présentation d'incontournables en fiction pour le primaire pour le mois de mars et je vous retrouve le mois prochain. Merci!